Un grand bonsoir à vous, à l'équipe technique, aux collègues panélistes, à tous les téléspectateurs. Bien souvent, dans les mauvaises conditions dans lesquelles nous tournons depuis Bruxelles, on ne me laisse pas le temps de vous saluer. Je n'en ai pas moins, comme d'habitude, et toujours un très grand plaisir à me retrouver parmi vous. La grande nouvelle de ce jour, c'est pas la Russie qui soutient militairement le Venezuela, c'est Vladimir Poutine qui vient d'inviter à Moscou Paul Biya, le président camerounais, exactement le jour même où les États-Unis, mettant en application leur politique de sanctions dans le cadre de la relance du printemps africain par Trump et son conseiller Bolton, font que une partie des forces américaines au Cameroun quitte le Cameroun. Eh bien, Poutine entend répondre aux besoins sécuritaires des Camerounais dans un nouveau dialogue pour un monde multipolaire qui respectera cette fois-ci la souveraineté du Cameroun. L'occasion, il y a des coïncidences comme cela, c'est qu'il se passe exactement la même chose au Cameroun que ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, c'est une révolution de couleur rampante pour changer le régime. Elle existe depuis 2002, elle a visé à de nombreuses reprises Chavez, elle vise maintenant son successeur Maduro. Au Cameroun, c'est une révolution de couleur rampante qui a lieu depuis l'automne 2014, depuis la proclamation du printemps africain lors du sommet USA-African Leader par Obama et Kerry à Washington en début août 2014. Et comme au Venezuela, tous les prétextes sont bons pour déstabiliser Yaoundé. Tous les prétextes sont bons et je vous gage que si Paul Biya n'était plus président, eh bien, on viserait de la même façon son successeur si celui-ci n'est pas un fantoche aux mains des Occidentaux. Comme au Venezuela, le Cameroun a aussi un président alternatif autoproclamé, sans aucune légalité, sans aucune valeur quelconque, mais ce président se dit celui qui représente l'État, il est un prétexte à l'intervention étrangère, et comme au Venezuela, les partisans de Guaido, aujourd'hui, une opposition comprador camerounaise appelle le gendarme américain, je cite certains de ses représentants, salue cette intervention, et malgré tout ce qu'on reproche à ces États-Unis, dont, rappelons-le, la CPI enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan, eh bien, on nous parle de démocratie, de droits de l'homme, etc. Au Cameroun, comme en Afghanistan, démocratie, alternance, élections transparentes, constitution et autres choses, ce ne sont que des sucreries empoisonnées à l'usage de populations en détresse que l'on entend manipuler. Ce qui intéresse les États-Unis, ce n'est absolument pas cela. Ce sont tout d'abord les richesses du pétrole et du gaz vénézuélien, comme les richesses du sous-sol camerounais, ou, pour le cas de la sécession amazonienne, le pétrole qu'on attend de la péninsule de Bakassi. C'est qu'au Venezuela, comme au Cameroun, à Caracas comme à Yaoundé, ce qui intéresse les Américains, c'est un régime pro-occidental à leurs bottes qui fasse les desiderata, qui soit aux ordres de l'Amérique, de sa recolonisation de l'Afrique, de ses soi-disant printemps qui détruisent les peuples et se révèlent être des hivers glaciaires, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique ou un peu partout ailleurs en Eurasie et en Amérique latine. Il faut dire quelque chose clairement, précisément, c'est expliquer ce que veulent Trump et Bolton. Il y a quelques semaines, à la mi-décembre 2018, Trump et Bolton énonçaient ce qu'on appelle la nouvelle politique africaine de Trump. Contrairement à ce que pensent certains, au contraire de ne pas avoir de programme, Trump est élu depuis le départ, depuis 2016, pour appliquer un programme de radicalisation militariste des États-Unis et de recolonisation du monde. J'ai écrit, moi, en décembre 1916, alors que Trump ne siégeait pas encore, qu'il allait représenter, simplement il suffisait de lire son programme et de voir tous les lobbies les plus importants des États-Unis qui le soutenaient, eh bien j'ai dit que Trump allait être
un nouveau stade du militarisme américain. C'est ce qui est arrivé. Ceux qui ont parlé de billevesées, du style candidat anti-système, isolationniste, retrait des troupes en particulier en Afrique, ce sont des gens dont Jacques Chirac disait que ceux qui croyaient en promesses, c'était uniquement ceux-là qui étaient engagés par elle et ceux qui les faisaient. Ça a été la politique de Trump. La Russie, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte avec la Chine une autre vision du monde. Non pas un gendarme comme le salue une certaine opposition camerounaise, mais un monde multipolaire où tous siègent de façon égale à la table des États souverains. C'est ça le monde multipolaire. Dans ce monde multipolaire, il y a deux grands projets. Il y a le projet géoéconomique qu'on appelle les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. C'est aussi l'actualité. Xi Jinping, qu'est-ce qu'il veut? C'est unifier par l'économie, avant qu'elle ne le soit par la géopolitique, l'Eurasie et l'Afrique, ce que les géographes appellent déjà d'un nom unique, l'Afro-Eurasie. Vous savez que la Méditerranée, ce n'est qu'un accident de la dérive des continents, et que avant, comme dans un futur lointain, l'Afrique et l'Eurasie se rencontreront de nouveau pour faire une seule masse continentale. Aujourd'hui encore, les montagnes qui sont en Europe, comme les Alpes, les Balkans, et très loin jusque précisément l'Asie, c'est un morceau du continent africain dont la plaque tectonique est venue frapper, celle de ce qui allait devenir l'Europe. On ne parle pas d'ailleurs en véritable géopolitique, on ne parle pas d'Europe ou d'Asie, mais d'Eurasie qui est un seul continent. Xi Jinping veut l'unir à l'Afrique, c'est la sécurité économique. Poutine, lui, il a un autre projet. Tout d'abord, c'est le néo-eurasisme, l'unification de l'Eurasie, c'est la même idée que Xi Jinping. Depuis Vladivostok sur le Pacifique jusque l'Espagne dans l'océan Atlantique, c'est une idée que je connais bien puisqu'elle n'est pas née à Moscou, elle est née à Bruxelles avec mon école géopolitique dans les années 1982-1985. Nous parlions à l'époque d'empire euro-soviétique, on parle aujourd'hui d'Eurasie. C'est la même idée avec le même slogan que nous avions défini à l'époque, l'Europe de Vladivostok jusque l'Atlantique. Poutine, dans cette vision, il veut que cette Eurasie tente la main à l'Afrique. Les Américains disent que la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Et comme au temps de Brejnev, qu'on avait surnommé l'Africain, la Russie, elle apporte son aide à l'indépendance des États africains, comme l'a fait l'Union soviétique. C'est cela, la main tendue au Cameroun aujourd'hui, comme elle a été aussi tendue au président Touadéra de Centrafrique, qui n'a qu'à s'en féliciter. J'ajouterai quelque chose, c'est que cette main tendue, l'exemple du Venezuela nous le démontre, elle est une réalité. La Russie va déployer ses missiles S-300, qui ne sont pas, rappelons-le, des missiles d'agression, mais des systèmes de missiles anti-missiles et anti-avions qui sanctuarisent un territoire. C'est ça les S-300, c'est une arme de défense, pas une arme d'agression. Rappelons enfin une dernière chose, c'est que ce soit au Cameroun, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Syrie encore ou dans tellement d'autres pays, il y a une nouvelle guerre froide 2.0 qui se déroule, qui est l'héritière, mais dans une autre configuration géopolitique de l'ancienne guerre froide. Il y a deux blocs qui s'affrontent, le bloc des pays émergents, conduit par Pékin et par Moscou, le bloc impérialiste américano-atlantiste avec les États-Unis, leurs domestiques de Bruxelles, leurs domestiques australiens, japonais, asiatiques et autres, leurs domestiques aussi, malheureusement il faut le dire, ces chefs d'État africains qui accueillent l'Amérique, qui soutiennent l'Africom, qui servent de porte d'entrée aux États-Unis, eh bien, dans cette guerre froide 2.0, c'est un choix, une alternative, pour le Cameroun comme pour tous les États africains, où continuer à être un butin, un enjeu de l'histoire, ce qu'est l'Afrique, de la conférence de Berlin jusque la fausse décolonisation des années 1950-60, ou redevenir un sujet de l'histoire, main dans la main, avec Moscou et Pékin. Vous savez que je plaide depuis ces années pour cette seconde alternative,
l'avenir de l'Afrique, il se lève à l'est, vers Moscou, vers Pékin, vers la liberté.